Donc merci de vous connecter, enfin de vous être connecté à notre webinaire. Peut-être on peut rapidement se présenter tous les deux. Donc moi je suis Marie Axe, je travaille à l'INSEE depuis une vingtaine d'années à la direction régionale de l'INSEE Île-de-France et je suis chef de la division conseil expertise au sein du service des études et de la diffusion. Voilà, moi je suis Pierre Bernadet, je suis l'adjoint de Marie, donc dans le même service, et plus spécifiquement mobilisé en particulier sur les actions de ce qu'on appelle la culture statistique. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de partager des bonnes pratiques en matière d'utilisation de l'information statistique dans la vie de tous les jours. Et évidemment, on compte beaucoup sur les enseignants pour partager ces pratiques auprès des élèves. La logique derrière étant de former les futurs citoyens à l'utilisation de l'information statistique qui est de plus en plus présente dans notre quotidien. Mais donc du coup, ce webinaire vous est proposé justement via nos échanges que nous avons eus avec vos inspecteurs académiques IPR, notamment Madame Couture, dans le cadre des actions que fait l'INSEE pour ce qu'on appelle développer la culture statistique. Et donc, ça fait partie de ce type d'action que de vous présenter des données, enfin des données pas que, les outils de l'INSEE et les données de l'INSEE, à des fins à visée pédagogique. J'espère que vous voyez bien l'écran. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez soit nous le signaler ou le mettre dans le chat. Donc, tout d'abord, un petit rappel, enfin une petite présentation de l'INSEE. L'INSEE, c'est l'Institut national pour la statistique, de la statistique et des études économiques, qui produit de nombreuses statistiques annuelles et sur l'ensemble du territoire français. Et qui s'insère dans un écosystème un peu plus grand que l'INSEE où avec tous les services statistiques ministériels, donc il y a une quinzaine de services statistiques ministériels qui produisent également des statistiques. On a une petite vidéo en 2 minutes pour présenter l'INSEE et ses principales missions. Je sais pas si tu veux... Tout à fait. Non, vidéo qui peut, vous allez voir, c'est très didactique et vous pouvez assez facilement la passer à des élèves de tout niveau. Normalement, ça doit être compréhensible. Et donc, effectivement, peut-être rajouter que l'INSEE, c'est pas forcément toujours connu. Nous sommes bien rattachés au ministère de l'économie et on est fonction publique d'État. Et à ce titre, on fournit des données officielles nationales, donc ce qu'on appelle le service statistique public. Tout ce qu'on va vous présenter, et notamment là la vidéo, est accessible directement sur INSEE.fr ou sur YouTube. Et vous pourrez récupérer le diaporama à l'issue de la réunion pour remobiliser ces outils-là directement. Voilà, donc une vidéo exemple de ce que vous pouvez mobiliser en classe pour présenter l'INSEE.
Voilà pour la petite vidéo. On va rentrer du coup dans le vif du sujet. On vous présentera du coup trois grands temps et après quelques petits exemples supplémentaires. Donc les 3 premiers temps, ça va être, on vous présente un outil qu'on a, l'essentiel sur, on va vous montrer sur quoi, un petit temps sur la démographie. Donc là, on vous présentera tout à la fois des données sur la région, les grandes caractéristiques de la région, et à l'issue de cette présentation des grands indicateurs, un outil dans lequel vous pourrez tous les retrouver, les mobiliser, les utiliser, vous allez voir. Un deuxième temps où on fera à peu près la même chose, mais sur des données plus économiques. Donc pareil, un petit portrait de la région d'un point de vue économie et un outil où vous pourrez retrouver toutes ces données et vous les approprier. Et après, on prendra 2 temps pour finir avec, alors très rapidement bien sûr, comment on fabrique les données à l'INSEE, qu'est-ce qu'on mobilise, et on prendra l'exemple du PIB pour ce faire. Et on finira avec d'autres outils que vous pouvez mobiliser, en plus des 2 qu'on vous aura montrés, et quelques supports d'information autres que l'INSEE, ou en tout cas autres que le site insee.fr, sur lequel on passera un peu de temps. Sans plus attendre, l'essentiel sur votre région. Alors, effectivement, donc sur insee.fr, on a une page qui s'appelle l'essentiel sur, et donc l'Île-de-France, ça existe pour toutes les régions, qui est une sorte de dossier, une page thématique avec 8 dossiers sur les grands sujets socio-économiques, tels que le chômage, l'inflation, les salaires, les immigrés, et puis avec 3 rubriques assez simples et bien faites que vous pouvez mobiliser en classe et un dossier sur chaque région. Le plus simple, c'est d'aller du coup directement vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, je laisse Pierre. Voilà, donc quand vous arrivez sur le site insee.fr. Donc là, on est sur la page d'accueil, on est sur le site insee.fr. Oui. Vous avez la rubrique service, vous avez différents onglets. En général, le plus simple, c'est d'aller dans le moteur de recherche, vous tapez l'essentiel sur, et ça vous enverra vers, vers les pages, l'essentiel sur les salaires, les entreprises, etc. Hop, donc, je reviens ici sur les 9 thématiques, donc 8 thématiques plus une que vous avez. Elles sont toutes faites de la même façon, construites de la même façon. Donc, on ne va pas toutes vous les faire découvrir aujourd'hui. Ça, vous pourrez naviguer à votre tour dedans. Mais vous voyez un petit peu les thèmes couverts. Nous, on va s'intéresser aujourd'hui à l'essentiel sur votre région, voilà, dans lequel vous pourrez retrouver toutes les régions. On va s'intéresser à l'Île-de-France. On va vous montrer qu'est-ce que vous trouvez là-dedans. Donc, Marie vous avait dit plusieurs rubriques. Donc, la première, en quelques chiffres, ça va être toutes les thématiques sur lesquelles on propose des données dans notre rubrique l'essentiel. Vous voyez, elles sont nombreuses, mais démographie, niveau de vie, produit intérieur, marché du travail, niveau d'éducation. À chaque fois, donc, quand vous déroulez la page, vous aurez un niveau région, un niveau département, qui vous permettra d'avoir la vision infrarégionale, si vous voulez travailler sur précisément le département de votre établissement. Et à chaque fois, une représentation graphique. Alors, différents types de représentations graphiques selon les indicateurs qui sont déployés. Représentation graphique et le tableau qui va avec. Donc, si vous allez sur graphique, vous voyez le graphique. Alors, si vous êtes en ligne, c'est des graphiques interactifs. Vous pouvez bouger dessus, ça vous affiche les valeurs. Ça vous affiche les valeurs, ça vous fait
une navigation plus simple. Maintenant, si vous l'imprimez pour vos élèves, ils n'auront pas, bien sûr, le côté interactif. Mais donc, vous avez accès au graphique et vous avez aussi accès au tableau dans lequel vous allez retrouver les données sur lesquelles sont assis le graphique. Donc ça aussi, selon comment vous voulez travailler, si vous voulez travailler plutôt sur les représentations graphiques, sur un sujet particulier, ou au contraire sur les données, pour reconstruire par exemple les graphiques qui sont présentés ici, vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Là, ça va vous permettre du coup de télécharger les figures que vous avez, donc soit la carte, soit les données. Et après, donc ça en quelques chiffres. Documentation, vous allez avoir toutes les définitions sur lesquelles sont reposées. Alors ça, c'est une particularité dans le monde de la statistique. On doit toujours savoir qu'est-ce qu'on mesure exactement. Donc à l'INSEE et dans le service statistique public, on est très transparent sur les définitions sur lesquelles reposent nos données. Donc ça, vous trouverez tout le temps des onglets documentation pour expliquer tout ça. En 6 questions, donc là c'est des petites data vis, on appelle ça data visualisation. Vous pouvez rentrer dedans et vous avez un petit texte explicatif avec à nouveau des cartes, des graphiques et les tableaux qui vont avec, sur donc les thèmes particuliers. Et pour finir, comment l'INSEE mesure, là aussi ça va être une explication des sources qui ont été mobilisées. Donc là on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, très peu à la fin. L'INSEE, évidemment, on a beaucoup de sources disponibles pour réaliser nos études et produire nos indicateurs. Là on vous cite celles qui ont été utilisées. Et alors, à chaque fois, quand vous êtes sur le site INSEE.fr, vous avez des liens. Vous pouvez cliquer sur le recensement de la population pour accéder à la fiche technique de la source recensement de la population, par exemple. Voilà. Donc, pour ce qu'on peut montrer dans l'essentiel sur toutes les thématiques et notamment l'essentiel sur la région. Mais du coup, pour vous présenter la région, on vous a dit, on va vous présenter des données sur notre région. On va le faire plutôt, du coup, une par une comme ça. Donc, là encore une diapo. Alors, le diaporama sera accessible. Hein, vous pourrez l'avoir par le biais de l'inspection académique. Il y a beaucoup de manières d'accéder aux données de l'INSEE. Le site INSEE.fr, c'est la première, c'est la porte principale, mais c'est pas forcément la plus facile à utiliser. Vous pouvez aussi accéder via l'application INSEE Mobile, c'est un peu plus ludique et un peu plus simple d'accès. Le blog de l'INSEE, là où c'est des petits articles thématiques. On publie sur Instagram, sur LinkedIn, et comme on vous avait dit, sur YouTube, on a plein de petites vidéos, mais ça, on y reviendra. Donc, je vais passer la parole à Marie pour vous parler démographie, caractéristiques de la population. Alors, comme on le disait, donc l'idée aujourd'hui, c'est aussi de vous présenter les grands résultats sur la région Île-de-France que produit l'INSEE et un petit peu d'analyse, en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir quelles sont les spécificités de la région. Donc, en termes de démographie, tout d'abord, on a un peu plus de 12 millions d'habitants dans la région et 69 millions d'habitants en France, sur l'ensemble du territoire. C'est la première région la plus peuplée de France et assez loin devant Auvergne-Rhône-Alpes. Même avec la réforme des régions il y a quelques années, aucune des régions regroupées n'a permis d'atteindre le niveau de notre région. Il y a environ 18% de la population qui réside en Île-de-France. Et puis, donc, l'Île-de-France est composée, ça vous le savez certainement, mais de 8 départements, dont Paris qui est le plus peuplé avec plus de 2 millions d'habitants. Et donc, nos 8 départements sont des départements relativement peuplés, enfin très peuplés, avec plus d'1 million d'habitants pour chacun des départements. Donc, ces données-là, tous les ans, l'INSEE fournit les données de population et le nombre d'habitants par territoire. On regarde aussi, du coup, l'évolution annuelle de la population sur des pas de 5 à 6 ans. On compare en général des évolutions annuelles, mais un peu sur
un pas de temps de quelques années. Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est d'analyser l'évolution de la population entre 2016 et 2022. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'en Île-de-France, cette croissance est positive. On est en 0,36% de population en plus chaque année sur cette période, c'est ce qu'on a vu. Et donc, on est sur une évolution positive, contrairement à certains des territoires voisins où la population diminue ou alors a une croissance très très faible comme le Grand Est, etc. Alors que dans d'autres territoires, en Occitanie, en Corse ou en Guyane, en Réunion, il y a des croissances assez fortes. On analyse aussi du coup ces effets démographiques pour expliquer les facteurs de croissance, les composants de la croissance. Donc ça, c'est ce que vous voyez sur le diagramme à côté, à droite, où on décompose en fait l'évolution en fonction de plusieurs facteurs. Donc on a en bleu l'évolution moyenne de la population de France, et on l'a décomposée en deux aspects. L'évolution qui est due au solde naturel, donc c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès sur le territoire. Et en Île-de-France, on a un solde naturel positif qui contribue à hauteur d'un peu plus de 0,7% de croissance de la population chaque année. Quand on voit à l'échelle de la France, le solde naturel, il est beaucoup plus faible. Il est tout juste positif, autour de un peu plus de 0,1%. Mais du coup, sur un territoire, il y a donc les naissances et les décès qui font évoluer la population, mais aussi les arrivées, donc les personnes qui emménagent dans le territoire et celles qui le quittent. Donc c'est ce qu'on appelle le solde migratoire apparent, donc c'est les entrées-sorties sur le territoire. Et là, une des spécificités de notre territoire, c'est qu'on a un déficit migratoire. Donc, en moyenne, il y a plus de personnes qui quittent le territoire qu'il n'en arrive. Et donc, ça joue de manière négative sur l'évolution de la population en Île-de-France. Ce qui n'est pas le cas à l'échelle de la France entière, qui a plutôt un solde migratoire positif, donc qui, par ce jeu de migration, fait augmenter la population. Donc, comme je le disais, on a un solde naturel assez élevé, positif en Île-de-France. Et donc, c'est la différence des décès sur les naissances. À gauche, on vous a mis en historique le solde naturel de l'Île-de-France depuis 1975. Et donc, on voit sur ce graphique la courbe en rouge des naissances qui augmente, et notamment le deuxième baby-boom des années 2000, qui est loin des niveaux des baby-booms des années après-guerre. Mais sur ce graphique, on voit bien l'augmentation des naissances. Et puis, que les naissances, depuis plusieurs années, diminuent structurellement en Île-de-France. Et en contrepartie, on a aussi l'historique des niveaux des décès. Et donc, on voit les pics de la canicule de 2003, et puis on voit le Covid de 2021 assez distinctement sur ces courbes. Et donc, ce qu'on peut analyser, c'est l'écart entre les deux, qui reste un écart assez positif en Île-de-France. Donc, c'est une des spécificités. On est une des rares régions qui a un solde naturel aussi excédentaire. Et à l'inverse, à côté, on vous a mis le même graphique, mais à l'échelle de la France. Et là, on voit que la courbe des décès augmente bien plus vite que celle en Île-de-France, et que celle des naissances diminue aussi bien plus fortement. Et cette année-là, depuis 2026, à l'échelle France entière, c'est la première année où le solde naturel devient négatif. Donc, il y a plus de décès que de naissances en 2025. Le deuxième aspect, ce que je vous ai dit, c'est qu'on a on a un déficit migratoire, donc on a plus de départs du territoire que d'arrivées. Et donc là, on vous a affiché ce qui explique les caractéristiques du territoire avec les migrations par âge. Donc, ce que vous avez en abscisse, c'est l'âge des personnes qui
fonds de migration en Île-de-France. Et donc, si on est au-dessus de 0, vous avez pour cet âge plus d'arrivées que de départs. Et si on est en dessous de 0, pour un âge donné, vous avez plus de départs que d'arrivées. En bleu, vous avez la courbe pour Paris. Et donc, on voit des enfants, un seuil migratoire chez les enfants plutôt négatif. Donc, on ressent bien, en fait, c'est les parents de jeunes enfants qui quittent la capitale pour aller s'installer dans des territoires où l'immobilier est un peu plus accessible. Et puis, on voit un gros pic à 18 ans. Donc, c'est tous les étudiants qui arrivent dans la capitale pour faire leurs études. Et également à la vingtaine, où on a les jeunes actifs qui s'installent dans la capitale. Et puis, passé 25 ans, ce solde est négatif. Pour les autres territoires de la région, notamment la petite couronne a un solde migratoire positif pour les âges justement des étudiants et jeunes actifs. Et à l'inverse, en grande couronne, on a plutôt un déficit aux mêmes âges. Donc on voit bien en fait les étudiants qui, en grande couronne, peuvent aller s'installer aussi soit complètement en dehors de la région ou soit plus au cœur de la région pour être plus proche du lieu d'études. Une autre particularité, c'est autour de 60 ans, en fait, on a un vrai déficit migratoire de personnes qui partent, qui quittent la région au moment de la retraite pour aller passer leur retraite dans d'autres régions de France. Et donc ça, on l'observe bien dans nos statistiques. Donc ces courbes-là de migration permettent déjà d'avoir une analyse en fait de ce qui se passe et des spécificités de la région. On est une région qui attire les étudiants, les jeunes actifs, et pour laquelle les personnes plus âgées ont plutôt tendance à quitter la région. Très rapidement, on a dans les recensements de la population, on peut aussi avoir le niveau de diplôme. Donc, une des spécificités de l'Île-de-France que vous voyez à droite sur l'écran est le nombre de diplômés du supérieur. On a une surreprésentation de personnes qui ont des diplômes de l'enseignement supérieur. On a 46% de la population de plus de 15 ans qui est non scolarisée donc, et qui est diplômée du supérieur, contre 33% en moyenne en France, tandis qu'on a beaucoup moins de détenteurs de CAP, BEP, contrairement à ce qu'on peut avoir sur l'ensemble de la population. Et puis, une autre spécificité forte de la région, c'est aussi grâce à son réseau de transport en commun, mais c'est sur les moyens de transport qu'utilisent les actifs pour se rendre au travail. Et donc, on voit qu'en Île-de-France, ce sont les transports en commun qui sont le principal mode de moyen de transport utilisé pour se rendre au travail. 44% des Franciliens les utilisent et la voiture ne représente que 39%. Je ne sais pas pourquoi la voiture, elle est... Enfin, c'est le rouge, c'est pas marche à pied. Hein. Ah oui, ben oui, on a un problème de couleur Oui, exact, oui, il est là. Mais entre les deux. Il est entre les deux. C'est un terme d'affichage. Donc voilà. Donc c'est une des autres spécificités de la région par rapport aux autres régions françaises, ces moyens de transport. Voilà. D'autres indicateurs produits par l'INSEE sont sur donc sur le volet social, sur tout ce qui est les niveaux de vie, donc les revenus des habitants et leur niveau de vie, ce qui nous permet, en fait, l'INSEE fournit tous les ans le chiffre de taux de pauvreté en France. Et donc on peut réaliser des cartes à partir de ces taux de pauvreté. Et donc en Île-de-France, le taux de pauvreté en 2021 est de 16%, 16,1%. On peut se comparer à d'autres régions. On est quand même une région où le taux de pauvreté est relativement important, hein. Mais ça cache des disparités infrarégionales avec, notamment en Île-de-France, on a les départements aux extrêmes. On a la Seine-Saint-Denis qui est le département où le taux de pauvreté est le plus élevé de France métropolitaine, avec presque 30%, on est à 28,4%. Et à l'inverse, on a aussi les Yvelines de l'autre côté de l'échiquier qui affiche un taux de pauvreté parmi les plus faibles de France, avec environ 10% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc, cet indicateur pour vous montrer aussi que l'Île-de-France est un territoire complexe et qui aussi
cache de grandes inégalités et disparités entre les différents territoires. Voilà, donc ce qui peut du coup être un outil pour travailler sur l'infra-régional et faire des comparaisons de territoires avec vos élèves. Donc, on a fini sur des cartes qui ont été produites avec l'outil que je vais vous présenter juste là, qui est donc l'outil qu'on appelle statistique locale. Je vais vous montrer la manière d'y accéder par INSEE.fr parce qu'elle est un petit peu plus un chouïa plus complexe. Sinon, dans les moteurs de recherche, dans tous les bons moteurs de recherche, si vous tapez INSEE statistique locale, il vous amènera vers l'outil. Donc, si vous avez la volonté de passer par INSEE.fr, donc par le site, vous avez directement dans cet onglet le bandeau à droite directement, plein de petits outils. Celui qui va nous intéresser, c'est accéder aux cartes et données locales. Et vous pouvez construire des cartes, c'est ça qui est intéressant. Voilà, ce que je vais vous montrer rapidement, parce que c'est pas une formation sur l'outil, mais je vais vous montrer comment utiliser l'outil pour construire vos propres cartes. Donc ça sera l'outil statistique locale. Vous voyez un peu vite fait, on passe sur plein d'autres outils qu'on peut vous mettre à disposition. On ne vous les présentera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on vous présente statistique locale. Donc parmi tous ces onglets, celui qui va nous intéresser, c'est l'onglet indicateur. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous allez accéder à une carte interactive. Si je bouge la souris, bon, ben voilà, ça m'indique la commune sur laquelle je me situe. Interactive parce que vous allez pouvoir choisir les indicateurs que vous allez vouloir afficher sur la carte. Et il y en a beaucoup. Ils sont rangés par thème. Vous avez ici à côté le nombre d'indicateurs qu'on met à disposition. Vous voyez, il y en a énormément. On va rester sur un indicateur phare en démographie, l'évolution de la structure de la population, il y a des sous-thèmes. On va s'intéresser à l'évolution moyenne, celui qu'on a vu tout à l'heure, de la population 2017-2023. Quand vous cliquez dessus, vous voyez la carte qui se met à jour automatiquement avec par commune et avec la légende que vous voyez en dessous, toutes les communes qui, du coup, représentent l'indicateur d'évolution annuelle de la population. Donc, vous pouvez jouer aussi sur le découpage quand vous voulez faire une carte. Si vous vous dites, bon, une carte par commune, c'est bien joli, mais c'est un peu illisible, je préférerais avoir une carte au département. Vous pouvez le faire et on arrive déjà sur quelque chose de beaucoup plus exploitable. Voilà. On peut évidemment zoomer sur des zones d'intérêt. On peut voir ici par exemple les deux France. Ça, c'est les deux fonctionnalités de base. Ça va être sélectionner votre indicateur et choisir votre découpage. Certains indicateurs s'affichent en aplat de couleurs. Vous avez d'autres indicateurs, comme par exemple la population municipale, quand c'est juste un nombre, qui va se mettre en petite icône, plus ou moins gros selon l'unité de valeur. Et dans vos cartes, vous pouvez cumuler jusqu'à 2 indicateurs simultanément, un par aplat et un par icône. Donc vous pouvez les masquer avec l'œil, si vous ne souhaitez pas les afficher, mais les garder sous le coude. Et vous pouvez en sélectionner autant que vous voulez, juste tous ne seront pas affichés. Mais tous resteront actifs, vous pourrez les masquer, les rafficher, le cas échéant. Voilà. Si vous cherchez un territoire en particulier, vous avez la possibilité d'aller rechercher un territoire. Donc ça vous ouvre un petit onglet dans lequel vous vous dites ben, je voudrais aller chercher une commune, une région, un département, etc. Vous tapez, il vous propose Versailles en tant que commune, en tant qu'arrondissement, zone d'emploi, intercommunalité. Et ça vous renvoie avec un zoom directement sur votre commune avec le niveau d'indicateur. Donc vous voyez, ça m'a remis au niveau communal. Et donc après, si vous voulez travailler sur, passer au programme de géographie, sur certains zonages qu'on utilise à l'INSEE, on en a quelques-uns. La zone d'emploi, notamment, il va l'indiquer, vous pourrez afficher par zone d'emploi. Vous avez, si vous voulez un truc entre le département et la commune, vous pouvez afficher par communauté d'agglomération. Donc là, vous voyez, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça vous a sélectionné le contour en rouge que vous avez choisi. Voilà. Donc là, l'outil recherche géographique vous permet
d'aller directement sur la carte afficher ce que vous voulez. Et ensuite, vous pouvez retrouver votre niveau de découpage de la carte par département, voilà, par région. J'en reste là pour l'outil en tant que tel, les fonctionnalités de base de l'outil. Si je vais faire rapidement vous présenter les étiquettes et la légende parce que ça vous permettra d'avoir des cartes vraiment à façon. Donc, dans l'onglet Action ici, vous allez pouvoir jouer sur les étiquettes. Donc, les étiquettes, de base, vous avez vu, on vous met des villes, mais pas toutes. Nous, on avait fait un découpage au département, on voudrait afficher les départements. Donc, vous faites afficher les étiquettes et ça va vous afficher le nom du département. Vous pouvez jouer sur le style, la couleur, tout ça, vous le découvrirez vous-même. Chose intéressante, vous pouvez aussi vouloir afficher le code. Alors ça, c'est pas... Voilà, code département si vous voulez travailler dessus. Vous pouvez donc afficher et masquer le libellé. Et sur certains indicateurs, vous pourrez afficher la valeur de l'indicateur. Parce que tu en as deux là. Voilà. Parce qu'il y a deux indicateurs, du coup, il ne sait pas lequel. Voilà, donc si je supprime celui-ci, je reviens dans les étiquettes et voilà, vous pourrez sélectionner la valeur. Après, si c'est trop surchargé, vous mettez que la valeur. Bref, vous pouvez jouer avec les étiquettes. Et si la légende, vous vous dites, bon, elle me plaît pas trop parce que peut-être c'est pas assez discriminant si vous travaillez sur la région, vous pouvez, avec les paramétrages de la légende, changer le jeu de couleurs, voilà, mais aussi travailler sur les seuils. Vous pouvez faire des seuils manuels, vous allez déterminer à partir d'où on change de couleur. Vous pouvez avoir des présélections de type de seuil que vous avez. Voilà. Bon, et quand vous êtes dans les seuils manuels, vous voyez, vous pouvez jouer là, en haut, en bas, etc. Vous pouvez taper les valeurs directement si ça vous intéresse. Et le nombre de classes ici, vous ne pouvez pas le changer directement dans vos seuils manuels, mais vous pouvez aller le changer dans un autre type d'affichage. Et après, quand vous revenez en seuil manuel, il ne vous garde plus que 2 classes. Voilà. C'est forcément une présentation un petit peu rapide. C'est un outil très puissant. Il y a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup d'indicateurs. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si ça vous intéresse, on pourra faire peut-être un autre webinaire spécifiquement dédié à cet outil. Voilà. Ce qui reste aussi, c'est, comme on a vu tout à l'heure dans l'essentiel vous avez accès aux cartes, vous avez aussi accès aux tableaux qui vont vous redonner les indicateurs que vous avez sélectionnés et le découpage que vous avez sélectionné. Et peut-être redire aussi qu'on peut exporter la carte. Voilà. Alors, je ne sais pas si là, c'est... Dans le... Remettons sur la carte. Et dans Action, on peut l'exporter. Voilà. Si vous voulez exporter la carte. Voilà. Pour l'avoir en papier. Voilà. La distribuer ou autre. À vos élèves. Et du coup, vous pouvez l'exporter directement. Voilà. Ça est là pour Stat Local. Donc, l'outil, il s'appelle Statistique Locale. Vous le retrouvez avec INSEE Statistique Locale. Passons maintenant à la thématique économie, entreprise, emploi. Donc l'INSEE produit aussi également de nombreux indicateurs économiques et dont le PIB est un indicateur phare de l'INSEE. Et donc l'Île-de-France a un poids très important dans le PIB français, puisque la région produit 31% de la richesse nationale. Vous avez une carte je pensais qu'il allait avoir avec le PIB par données pour faire des à exporter. C'est laquelle qui a PIB par habitant sur la carte, et on voit en fait que les régions qui sont elle est toute déformée parce que les régions sont faites au poids j'ai un nouveau dans ma classe, et donc ça donne bien dans la liste un visuel de ce que représente l'Île-de-France dans la liste tout à l'heure, dans la région.
Également, j'ai donc raté un la message. région est Donc j'ai dit, il y a Peggy aussi que cette a personne-là n'avait pas un tissu économique riche et représente elle plus a pas de eu son. 20% des unités légales. Donc c'est le terme juridique, c'est l'entité juridique pour les entreprises. Donc en France, il y a un peu plus de 5,6 millions d'entreprises. En Île-de-France, on en Marie Mathéo. presque 1,3 million. Non, Mathéo. Là aussi, Ouais, Mathéo Marie. l'Île-de-France est de loin la région. Non. C'est ceux qui viennent de ton boulot? Tu peux couper un micro. S'il te plaît. Ah, je croyais que c'était de ton boulot. Je sais pas, j'ai rien compris, moi, alors. On a des dictionnaires ça m'embête de les chier. Donc, Ouais, ah ouais, bah ok. J'ai pas accès du coup. Je reviens. Ouais, c'est bon. Donc je disais, l'Île-de-France est la région du coup la région où il y a le plus d'entreprises et de loin devant Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis on peut voir des spécificités de la région sur le tissu productif, notamment le fait que l'industrie est assez moins représentée, avec seulement 3% des établissements qui sont dans le secteur industriel contre 6% en France métropolitaine. Également la construction qui a moins d'entreprises. Et à l'inverse, on a beaucoup plus d'entreprises dédiées au tertiaire, en fait, commerce, transport et services divers. Mais ce qui rentre dans le fait qu'on est une région très urbanisée, et donc c'est aussi ces secteurs-là qu'on retrouve en priorité. Donc toutes ces entreprises-là représentent un certain nombre de salariés parce que elles n'ont pas toutes la même taille non plus. On sait qu'en Île-de-France, on a une surreprésentation des sièges et des grosses entreprises. Et au total, ça représente 6,8 millions d'emplois en Île-de-France, emplois salariés et non salariés. À l'INSEE, on dénombre à la fois les emplois salariés et les non salariés. Et là encore, on est la région où ce chiffre est le plus élevé, et toujours devant Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la région numéro 2 en France. On analyse également, en termes d'indicateurs économiques, l'évolution de l'emploi. Donc là, c'est une carte qui représente l'évolution sur 10 ans. Et donc, dans la région, les territoires les plus dynamiques en termes de création d'emplois sont Paris et la Seine-Saint-Denis. On voit bien en fait tout les Aubervilliers, Saint-Denis, enfin toute la partie proche Paris qui est en fort transition, évolution de tissu productif, mais pas que. Il y a également l'aéroport de Roissy toute la zone aéroportuaire qui génère de nombreux emplois. Voilà. Et à l'inverse, on a des départements en Île-de-France où les dynamiques sont beaucoup plus faibles. Quand on parle d'actifs, donc on a aussi ce qu'on entend souvent, ce qu'on mesure souvent, c'est la catégorie socio-professionnelle qui nous donne une indication en fait sur le type d'emploi et de métier que font les personnes dans leurs emplois. Donc en Île-de-France, on a beaucoup plus de personnes qui occupent des professions de cadre et de professions intellectuelles supérieures, 34%, contre 20% en moyenne en France. Donc ça fait écho au fait que la population qui réside est plus diplômée. On a vu tout à l'heure que les Franciliens avaient plus souvent des diplômes supérieurs, et du coup ils occupent aussi plus souvent des emplois de cadre. Après, on a aussi moins d'ouvriers en Île-de-France qu'en France. Et là aussi, on le voit, on a moins d'entreprises de l'industrie, de la construction. Et donc, ce qui explique ces écarts-là. Enfin, on mesure aussi le chômage. Donc ça, c'est un des indicateurs phares de l'INSEE, notamment le taux de chômage tous les trimestres, avec une série qu'on vous met donc dans le temps, où là, on peut voir vraiment la conjoncture et ce qui se passe. Et donc l'Île-de-France, structurellement, a un taux de chômage plus faible que la France. Donc là, on est en France hors Mayotte.
Mais là aussi, en fait, ce taux de chômage au niveau de la région, ça cache des disparités assez fortes au sein de la région entre les départements, où à Paris, il est relativement faible avec 5,9% de taux de chômage, et à l'inverse, plus élevé en Seine-Saint-Denis. Donc là, on est au T1 2025, où il est supérieur à 10%. Voilà, donc de la même façon, vous avez donc quelques indicateurs caractéristiques de la région parisienne. Je vais vous présenter un outil dans lequel vous pourrez en trouver beaucoup plus et que vous pourrez vous approprier pour monter des petits modules avec vos élèves. Pareil, par les moteurs de recherche, c'est le plus simple. Ce qu'il faudra, c'est taper INSEE tableau de bord ou INSEE tableau de bord de l'économie. Moi, je vais vous montrer par INSEE.fr comment vous pouvez y accéder. Hop, donc, INSEE.fr, on était là. On revient sur la page de démarrage. Vous pouvez aller dans Statistiques et études. Si. Je passe sur tout ce que vous pourriez y trouver. L'idée, c'est de voir première approche de notre offre. Et là, vous cherchez, il est assez haut référencé. Tableau de bord de l'économie française, regardez bien l'outil interactif, parce que c'est celui-là qui va être le plus facile à appréhender pour des gens qui n'ont pas l'habitude de circuler sur le site INSEE.fr. Ce que vous allez viser, c'est cette page. Et donc, en fait, le tableau de bord de l'économie française vous propose toute une batterie d'indicateurs par grand thème, de la même façon. Alors, on avait parlé des entreprises, on peut aller voir dans les entreprises, par exemple, dans le thème entreprise. Là encore, on vous en montrera qu'un. Des sous-thèmes, caractéristiques des entreprises, démographie, création, mondialisation. Donc, pour chaque sous-thème, on vous propose 3 niveaux, Europe, France, territoire. Ce n'est pas forcément les mêmes indicateurs selon le territoire que vous avez choisi, parce qu'on n'a pas forcément accès aux mêmes données sur chaque niveau, mais ils se présenteront toujours de la même façon, avec une représentation graphique que vous allez pouvoir lire. Donc, voilà. Et pour chacun, l'onglet informatif qui vous dit qu'est-ce qu'on observe et de quelle source vient l'information. Et surtout, donc là, comme tout à l'heure, des cartographies interactives. Si vous les imprimez, elles seront plus interactives, bien sûr, mais vous allez avoir accès à, avec la petite flèche, beaucoup plus d'informations, dont notamment plus de détails sur comment lire le champ, la source, mais surtout le tableau de données, voilà, que vous pourrez réutiliser. Et contrairement à l'outil l'essentiel de votre région, qu'on vous a montré tout à l'heure, où vous aviez les tableaux, mais si vous voulez les récupérer, il fallait faire des copier-coller, c'est pas toujours très facile. Là, dans l'outil tableau de bord de l'économie, le gros intérêt, c'est que vous allez directement pouvoir télécharger les données en format Excel. Quel que soit l'indicateur, vous allez voir. Vous pouvez l'imprimer aussi si vous préférez l'avoir en papier. Mais donc, dans toutes les visualisations qu'on vous a montrées, vous avez, via la petite flèche, accès au tableau et la possibilité de télécharger les données. Donc là, voilà, vous pourrez choisir les thèmes, l'angle que vous voulez mettre en avant, si vous faites un cours d'économie par exemple, parce que ça va être beaucoup économie, démographie, forcément. Voilà. OK pour tableau de bord. Alors, pour la suite, on vous avait dit, on vous présente un petit peu comment sont fabriquées les données à l'INSEE. Je vais essayer d'aller très vite. Donc, le PIB, tout le monde sait à peu près ce que c'est. On commence par une petite vidéo. Je vous avais dit, on va vous montrer quelques vidéos. On vous a montré la première en général sur l'INSEE, sur la chaîne YouTube de l'INSEE, à laquelle vous pouvez facilement accéder en tapant dans YouTube INSEE. Retenez bien le logo ici, c'est le logo officiel. Si vous avez ce logo INSEE, vous êtes sur la bonne chaîne. On a toute une batterie de petites vidéos. Je vous en lance une de 2 minutes. Qui peuvent faire une bonne introduction en cours quand si vous parlez du PIB
Je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'était... Voilà. 2900 C'est très milliards d'euros. Ça te parle? Quoi? T'as gagné au loto? Impossible. Cette somme, c'est le PIB de la France. Quand on parle du PIB, c'est-à-dire du produit intérieur brut, on parle d'une somme astronomique. Alors forcément, ce n'est pas très concret. Pour faire simple, le PIB de la France, c'est la richesse créée dans le pays pendant un an. Et comment on mesure cette richesse créée? Il y a 3 façons. La principale approche, c'est de mesurer la production de richesse à travers la valeur ajoutée. Pour comprendre, prenons l'exemple de Fred, notre boulangère. Ce qu'elle produit, elle, c'est du pain. Mais pour cela, elle a besoin de la farine produite par son meunier, mais aussi d'électricité. On parle de consommation intermédiaire. Pour calculer la valeur ajoutée créée par Fred, on prendra donc la valeur de sa production moins celle de sa consommation intermédiaire. Et à la fin, si l'on additionne toutes les valeurs ajoutées créées par tous les agents économiques de France, privés et publics, on obtient PIB. Et les 2 autres approches? Eh bien, la valeur ajoutée produite par la boulangère lui permet d'avoir des revenus. La somme des revenus dans le pays, qui est la 2e approche, nous donne donc la même chose que la somme des valeurs ajoutées. Enfin, et c'est la 3e approche, on peut regarder les dépenses de la boulangère. En effet, elle va utiliser ses revenus en consommant pour ses besoins personnels. Elle va aussi les utiliser en investissant ou en stockant. Par ailleurs, elle achète aussi à l'étranger des pâtisseries qu'elle vend dans sa boulangerie. La somme de toutes ces dépenses, celles des entreprises et des ménages, auxquelles s'ajoutent celles des administrations publiques, nous donne aussi le total du PIB, soit 2 920 milliards d'euros en 2024. Ah ouais, pas simple comme calcul. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que la mesure du PIB obéit à des règles et conventions internationales, fixées par Eurostat ou encore l'ONU. Et c'est aussi pour ça qu'à l'INSEE, nous sommes nombreux sur le coup. Environ 80 personnes chiffrent tous les échanges de biens et de services et tous les échanges entre acteurs de façon cohérente. Pour cela, elles font appel à différentes sources, comme des enquêtes, des sources administratives et des confrontes. Mais pourquoi se donner autant de mal? Déjà parce que le PIB sert à calculer la fameuse croissance économique, à savoir l'évolution du PIB d'une année ou d'un trimestre à l'autre. Et parce que tout ça, PIB, croissance, c'est le point de départ de bon nombre de politiques publiques. On en parle d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Voilà, donc prochaine vidéo qu'on ne va pas vous montrer, mais si vous allez donc dans la chaîne INSEE, vous verrez tous les thématiques qu'on a. Et en fait, il y a souvent des séries de plusieurs petites vidéos qui vont présenter divers aspects du sujet. Donc, sur le PIB, par exemple, vous avez 4 vidéos, elles font toutes à peu près la même durée, 2 minutes et quelques. Et ça peut faire, l'ensemble reste cohérent et fait un petit module. Vous en avez une série sur les entreprises, salaire, inflation, les grands indicateurs économiques. Et après, si vous continuez à descendre, vous allez en trouver quelques-unes sur notamment le système statistique public, les métiers de l'INSEE, comment on travaille, comment on rentre à l'INSEE. Donc là, ça c'est peut-être plus pour des classes plus lycée, post-bac, qui passent le bac. Bref, beaucoup de petites vidéos qu'on ne détaillera pas aujourd'hui. Quasiment tout a été dit sur le PIB, donc je ne vais pas m'appesantir dessus. Les 3 méthodes, ça, si vous êtes familiarisé avec le concept. Toujours se rappeler que les données de l'INSEE répondent à des règles méthodologiques définies à l'international. Ce qui permet, en fait, ça c'est pour qui permet des comparaisons internationales pertinentes, en fait. Surtout pour ça. Pour la Contanat, donc la Contanat, c'est les travaux dans lesquels sont inclus les PIB, il n'y a pas que ça, il y a aussi toutes les données conjoncturelles de l'économie, les tableaux d'entrée et sortie pour ceux qui connaissent. C'est très complexe et donc en fait on met en jeu les 2 grands types de sources que l'INSEE va utiliser, des enquêtes de l'INSEE, donc vraiment construites par l'INSEE pour répondre exactement à nos besoins, mais c'est coûteux, donc en général on va interroger un panel de répondants. Donc pour les enquêtes sur le PIB, c'est des entreprises qui sont interrogées tous les mois sur leur chiffre d'affaires du mois, les prévisions, les tendances de la conjoncture qu'ils anticipent, les choses comme ça. Tous les secteurs économiques sont passés en revue et donc ils sont interrogés régulièrement tout au long de l'année. Mais on a aussi des sources administratives où là, on ne maîtrise pas ce qu'il y a dedans
mais elles ont l'avantage de couvrir souvent la quasi-intégralité des acteurs économiques. Donc, par exemple, toutes les entreprises déclarent des données fiscales annuellement, ben, nous, on les récupère. Et ça nous permet de faire, l'un avec l'autre, de faire des indicateurs robustes et fiables. Donc le PIB, vous savez peut-être, si vous êtes familiarisé là aussi, qu'il a des limites. Donc principalement, je passe rapidement, mais il ne prend pas en compte des externalités négatives telles que par exemple la pollution, des choses comme ça. Et c'est un seul indicateur très synthétique, mais qui peut cacher des inégalités, notamment de richesse, des choses comme ça. Et donc ces limites-là, l'INSEE les connaît et essaie de travailler dessus. En 2004, donc c'est très récent, on a publié des comptes annexes au chiffre du PIB. En gros. Et donc, les comptes carbone qui présentent les consommations de gaz à effet de serre, pour essayer de mettre en relation le PIB avec les problèmes de pollution, et des comptes par catégorie de ménage, donc des PIB par tranche de revenus, ce qui permet de voir les inégalités qu'il peut y avoir au sein de la population. Il existe sur la page INSEE.fr un dossier pédagogique spécifique au PIB. Donc, si ce sujet vous intéresse et que ça vous intéresse de voir comment l'INSEE le construit, l'amène et voir les outils réutiliser nos données, vous pourrez vous rendre sur cette page-là. Voilà, dossier pédagogique PIB, vous le tapez dans le moteur de recherche et ça vous le trouvera. Mais là, pareil, on ne va pas le détailler aujourd'hui, je vous laisserai le découvrir par vous. On finit rapidement avec les autres supports d'information que vous allez pouvoir trouver. Donc là, on vous met tout un tas d'outils qu'on n'a pas le temps de présenter aujourd'hui, mais qu'on présentera peut-être plus tard. Il y en a, vous connaissez la pyramide des âges. Ben, un peu comme la cartographie interactive, on a des outils de pyramide des âges interactive qui vous permettent de changer les années, faire dérouler la population, etc. On fait la même chose avec les zonages. On a des outils de comparateur de territoire, si vous voulez comparer deux communes, une commune au département. Voilà, on a des bilans démographiques, un peu comme le tableau de bord de l'économie, avec donc des data visualisation interactives, et puis vous pouvez rentrer dedans pour accéder aux données. Donc ça, c'est tout ce qu'on ne vous a pas présenté aujourd'hui et qu'on vous présentera peut-être une autre fois. Et après, on vous mettait ici d'autres informations que vous pouvez mobiliser avec et pour vos élèves, en particulier des parcours sur Eduscol et Magistère, des parcours co-construits avec l'INSEE et l'Éducation nationale. Donc, vous les retrouverez si vous y allez. Sachez que nous, on accueille régulièrement, tous les ans, en fait, des stagiaires de 3e, des stagiaires de seconde, dans lesquels on leur présente nos outils, nos méthodes. On fait des partenariats avec Citéco, donc la Cité de l'économie, un musée très didactique et très ludique dans lequel vous pouvez organiser des sorties scolaires. Et je finis avec la compétition européenne de statistique qui a lieu tous les ans. Peut-être certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, vous avez peut-être participé avec vos élèves. C'est un enchaînement de 3 épreuves, des QCM, des analyses de dossiers et pour ceux qui sont qualifiés à la toute dernière épreuve, l'édition d'une petite vidéo avec à chaque fois des thèmes statistiques à travailler. Je m'arrête là. On vous avait dit, on peut faire un temps de questions-réponses. Donc, je vais quitter le partage et reprendre la vidéo. Hop. Voilà, et maintenant, il faut que je revienne ici. Voilà, donc, le plus simple, si vous avez des questions, posez-les dans le chat, comme ça, on les verra, et on vous a... comme ça, on n'a pas besoin de gérer l'ouverture et la fermeture des micros. Il peut aussi Mais si lever la main. Vous pouvez lever la main et on essaiera de vous laisser la main. Oui, monsieur Didrit. Alors, question du coup de monsieur Didrit. Si je vais sur votre site avec une classe entière et donc avec la même IP, alors question très technique, je ne pense pas que ça pose problème normalement. Le site, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on a quand même un flux quotidien assez massif normalement. Je pense qu'une trentaine d'élèves en plus, ça ne devrait pas faire saturer.
le site. Ça serait dommage. Normalement, ça Bon, passe. il ne devrait pas y avoir de problème. Et donc, du coup, un petit message pour dire que nos données sont bien sûr gratuites et en libre accès. Ça, c'est pareil, c'est un engagement de la statistique publique. Donc, tout ce qui est sur le site, vous pouvez l'utiliser librement à des fins pédagogiques, mais En tout cas, si ça vous se reproduit avec le site de l'INSEE, n'hésitez pas à nous le faire remonter aussi. Nous, on le fera remonter à à nos collègues qui gèrent le site internet de l'INSEE. Voilà, c'est pas nous qui le gérons, mais en tout cas voilà. Si ça vous arrive sur le site de l'INSEE, vraiment, ouais, faites-le nous remonter pour qu'on règle le problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vraiment dommage que... Ouais. Mais oui, je sais pas pourquoi. Eh ben, tu peux pas... J'essaie, hein, mais c'est peut-être un paramétrage que j'ai fait au début. Et là, si tu fais activer le micro, non, c'est le nôtre. En tout cas, si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à nous les communiquer. Voilà, on reste à votre disposition. Et puis, on peut aussi voilà, on fera d'autres actions à vos demandes. Enfin, s'il y a des choses que vous souhaitez développer, n'hésitez pas à en référer à vos IA IPR qui pourront nous relayer aussi vos demandes et organiser d'autres webinaires sur d'autres thématiques sans problème, ou même des ateliers. Tout à fait. Voilà. On peut en rester là si vous le souhaitez. S'il n'y a pas de remords pour une question ou une autre. Nous, on avait prévu un petit temps d'un quart d'heure supplémentaire, donc n'hésitez pas, vraiment, si vous avez une question. Éventuellement, ça ne prendra pas plus de 5-10 minutes si y a un des outils qu'on a présenté rapidement à la fin. S'il y en a un qui vous intéresse particulièrement, vous nous dites, et puis on prend 5 minutes pour vous montrer à quoi il ressemble et quelles sont ses fonctionnalités. Et sinon, on peut en rester là, en espérant que le webinaire a répondu à vos attentes. Au moins en partie. Comme on vous disait, c'est notre première, donc on complétera tout ça. Ouais. Merci à vous pour votre présence. Bonne soirée. Et donc, le webinaire est enregistré. On mettra l'enregistrement à votre disposition, tout comme le support de présentation qui sera fourni aux IA IPR référents, qu'on a en tout cas en référent. Allez, merci. Alors, bonne soirée.